Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Space Filtre. Je suis Clément Bibert, ancien gérant de fonds immobiliers, et je suis avec Alexandre, président d'Épargne Pluriel, qui est en gestion de patrimoine indépendant sur Paris depuis 10 ans maintenant. Et on est avec Ivan de Wimo One, président. Bonjour Ivan, Bonjour bienvenue. Clément, bonjour Alexandre. Bonjour à tous les 2 Euh, et bonne Bonne année tout le monde, bonne santé bien sûr, meilleurs vœux. Et du coup, on commence effectivement cette nouvelle année avec Ivan, qui est le président de Wimo One, hein, qui est une SCPI dont on a beaucoup parlé, qui est assez jeune, entrepreneuriale. On avait fait une super vidéo et on remettra le lien dans la vidéo. Même en vacances, il nous avait répondu sans filtre sur Wimo. Et on se avec revoit du coup quelques mois plus tard et on va parler du bilan 2025, des perspectives 2026. Et du coup, je vais te laisser la parole, Ivan. Alors c'est vrai que le contexte change un peu, hein. Il faisait 30 degrés quand on avait fait la première vidéo. On était au mois de juillet, au mois d'août, je sais plus. Ouais, Aujourd'hui, on est en janvier 26 et il y a pas mal de neige à Paris. le contraste est assez dingue. Exactement, 2 salles, 2 ambiances. Alors pour faire un bilan, alors c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution. Et au moment où on avait tourné notre première vidéo, on était à 25 millions de capitalisation, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on termine l'année 2025 avec plus de 70 millions d'euros de capitalisation. On doit être aux alentours de 73 millions d'euros. On a à peu près, je pense, 80 millions d'euros d'actifs sous gestion parce qu'on a un peu de levier et un peu de dette bancaire dans le fonds. Et donc voilà, on est content parce que on a plus que doublé par rapport à l'été. Et pour se resituer au 31 décembre 2024, donc c'était la première année de la SCPI. On avait lancé la SCPI au mois d'avril-mai 2024. On était à 12 millions 7. Donc voilà, donc 12 millions 7 de capitalisation au 31/12 2024, 25-30 millions d'euros de capitalisation à l'été 2025. Et puis à fin décembre, voilà, aujourd'hui on dépasse les 70 millions d'euros de capitalisation pour plus de 80 millions d'euros d'AUM. Donc on est content parce que on a senti qu'il y avait une bonne dynamique qui s'était installée, qui s'amplifiait avec le temps. Donc ça veut dire qu'on trouvait de plus en plus écho auprès de nos partenaires. De plus en plus de partenaires nous faisaient confiance parce que nos premiers clients et premiers clients à nous faire confiance, c'est nos conseillers en gestion de patrimoine, hein, comme vous êtes, parce que il faut d'abord vous soyez convaincus pour pouvoir effectivement après proposer notre solution à vos clients. Donc c'est la base. Donc on va finir l'année avec 28 actifs en portefeuille. Donc 28 actifs, ça permet quand même d'avoir une bonne diversification avec une taille moyenne par actif d'environ 2 millions d'euros. Donc c'est vraiment ce qui fait la spécificité de notre SCPI, hein, c'est qu'on est une SCPI small cap et européenne. Donc on achète des petits actifs à moins de 5 millions d'euros. Sauf pour l'hôtellerie et la logistique. C'est compliqué de trouver un bon hôtel ou un bon actif de logistique à moins de 5 millions d'euros parce que c'est des tailles, enfin en tout cas c'est des actifs, des typologies d'actifs qu'on trouve assez peu en dessous de 5 millions. Donc en tout cas on a rehaussé ce plafond pour ces deux types d'actifs. Donc voilà, donc c'est nos spécificités, petits actifs et en Europe, hors de France, en France et hors de France. Et voilà, aujourd'hui si on fait un bilan, on va avoir 28 actifs en portefeuille, un peu plus de 2 millions d'euros en moyenne par actif. On va avoir 50% de notre portefeuille qui va être situé en Italie, 35% en Espagne et 15% en France. Voilà, donc on est à plus de 85% en dehors de la France. On a un prisme très commerce pour notre première année pleine parce que c'est les opportunités qui ont été comme ça, hein. Au mois de décembre, on a acheté un portefeuille de commerce situé en Italie, en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Aujourd'hui, on est à plus de 70% de commerce, 15% on va dire, d'activité logistique, 4% de bureaux, un peu moins de 4% de bureaux et 7% d'éducation. Donc on a un prisme, voilà, en tout cas, on a un prisme très commercial pour cette première année. Et notre objectif, en tout cas sur 2026, outre le fait de continuer à bien acheter, c'est quand même de réussir à équilibrer ça et à descendre en dessous de 50% pour la partie commerce. Parce que l'objectif d'une SCPI diversifiée, c'est d'être exposé sur différentes classes d'actifs. Et il faut pas qu'il y ait plus de 50% d'une classe d'actifs qui représente plus de 50%.
Nous, intellectuellement, bon, bah, voilà, on s'est fixé 3 ans pour atteindre cet objectif. Là, on va rentrer, 2026, ce sera notre troisième année, donc il faut qu'à fin 2026, on soit déjà un peu plus à l'équilibre. Pour conclure notre portrait robot, le taux acte en main du, portefeuille, du patrimoine, il est à plus de 8. On va se situer entre 8 et 8,5 en moyenne. On a un taux de rendement qui est plutôt dans la fourchette haute, mais bon, bah, là, on a un mérite qui est relatif, hein, parce que, tout simplement, on a bénéficié du nouveau contexte de marché immobilier. C'est plus facile d'acheter aujourd'hui qu'il y a 3-4 ans, donc forcément, on arrive à avoir un meilleur taux de rendement acte en main. Voilà, Ouais, je projette les chiffres juste pour nos auditeurs, ceux qui regarderont la vidéo, c'est les chiffres du BT T3 2025. exactement, au 30 Donc septembre, 2025, ouais. ouais, donc peut y avoir une petite différence avec ce que tu nous dis, parce qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions au T4. C'est ce que tu nous disais, en Et intro. Vous avez une super, dynamique, sur la exactement, sur la fin d'année. c'est très bien que tu montres finalement ce tableau parce que, nous on avait, voilà, je vais te donner, enfin je vais te dire, au 30 septembre, on était à 41 millions de capitalisation et tu vois, on passe de 41 millions à plus de 70, donc on a collecté plus de 30 millions sur le quatrième trimestre et on est passé d'une quinzaine d'actifs à presque 30 actifs, donc on a quasiment fait fois 2 et pour le seul mois de décembre, on a, déployé plus de 30 millions d'euros. On a acheté, tu vois, le 22 décembre, on a acheté un petit portefeuille, de commerce en Italie, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure et on a déployé rien que pour la seule journée du 22 décembre, plus de 25 millions d'euros. Donc pour nous, c'était significatif, c'était un gros trimestre, très gros trimestre. OK, donc aujourd'hui, t'es plutôt ex-commerce, donc ça va se diluer un peu. Peut-être si on revient sur la stratégie, donc c'est small cap, smart cap, tu disais, donc sur des tailles d'actifs en dessous de 5 millions. C'est quoi aujourd'hui la compétition sur le marché? Est-ce qu'il y a du monde ou pas? Est-ce que ça a évolué sur 2025? Comment tu ressens un peu le marché immobilier là en Europe? Alors, la manière dont on ressent le marché immobilier, elle est très contrastée, parce que, nous aujourd'hui, on est en France, donc on a un peu un climat politique instable. On voit que, Mmh. enfin la en France, remontent, et que voilà, on n'a pas un climat des affaires forcément très, propice aujourd'hui en France et en fait, c'est pas du tout le cas dans les pays du Sud, par exemple. Nous, on est très présents en Italie et en Espagne et on voit que c'est hyper dynamique. Il se passe des choses, il y a de la concurrence, il y a des acheteurs. Donc c'est beaucoup plus dynamique, qu'en France. Mais bon, la réalité quand même, c'est que, bah, la fiscalité sur les revenus français, les revenus fonciers français, elle est tellement forte qu'on a quand même un intérêt fort à aller acheter, à l'étranger. Donc ça, c'est un point noir, pour la France. Donc l'argent de nos épargnants, part dans d'autres pays, que la France et bah, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous parce que d'une certaine manière alors, c'est moins bien pour la France, mais bon, in fine, bah, c'est mieux pour le portefeuille de nos épargnants qui doivent commencer à préparer leur retraite et ainsi de suite. Donc je m'éloigne un peu du sujet, mais je dirais qu'aujourd'hui, la France est un peu à la traîne en termes de dynamisme immobilier par rapport à ses voisins européens et notamment les pays du Sud sur lesquels nous on est présents, l'Espagne et l'Italie. D'un point de vue, taille d'actifs, bah, effectivement, on s'aperçoit que notre, logique qui consiste à acheter toujours des petits actifs, bah, elle a du sens parce que, bah, on a quand même moins de compétition. On se retrouve plus en exclusivité avec les vendeurs ou en tout cas plus facilement et on a de meilleurs leviers de négociation. Ça, c'est assez clair, ça n'a pas changé. Donc ça, c'est une constante qui reste la même pour Wimo One. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive à bien négocier nos actifs, hein, parce que, bah, qui dit moins de potentiels acheteurs, bah, plus de levier de négociation. Mais donc après, je dirais que l'Espagne est un peu plus, à des niveaux de rendement un peu plus tassés que l'Italie. Parce que l'Espagne, elle a commencé on va dire son rebond un peu plus tôt que l'Italie, avec un gouvernement qui a entrepris des réformes
je crois enfin en tout cas, depuis 2022. Donc l'Espagne a connaît une trajectoire un peu plus dynamique encore parce que plus mature dans ses réformes que ne l'est, l'Italie. Le gouvernement Meloni qui a pris quand même pas mal de bonnes réformes et qui va dans le bon sens, en tout cas d'un point de vue économique. En tout cas depuis sa prise de fonction, on a senti un vrai dynamisme, en Italie et ça se ressent dans les affaires parce que c'est du coup un peu plus difficile de négocier. Mais on va dire qu'on arrive à trouver des niveaux de rendement qui sont plus intéressants que ce qu'on a en Espagne aujourd'hui. C'est plus difficile en Espagne de trouver des bons actifs qu'en Italie actuellement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a plus de patrimoine en Italie. Là, on a 50 de notre patrimoine, qui est en Italie. En termes de marché européen, je dirais que, bah, c'est les pays du sud qui sont plus dynamiques et alors ce qui est paradoxal, c'est que malgré le fait que les que l'Italie et l'Espagne soient plus dynamiques et qu'il y ait plus de transactions. On arrive quand même à trouver plus facilement des taux de rendement acte en main qui soient plus élevés qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, tu vois, c'est te dire la maturité du marché français. C'est-à-dire que même si le marché marche un peu moins bien, c'est presque plus difficile de trouver des actifs avec un meilleur rendement acte en main. Plus facile de trouver en Espagne, en Italie, malgré le fait que les marchés soient dynamiques. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Et puis après, nous, on a vocation à aller, s'exporter dans d'autres pays. On réfléchit enfin, on a une opportunité là en Irlande. On va sans doute arriver en Irlande, courant 2026 et on travaille d'autres pays comme l'Allemagne et puis, la Croatie, la Slovénie, des pays, enfin, en tout cas, des pays en voie de développement. On serait bien allé en Pologne, mais bon, il y a le risque de change, donc on n'a pas envie de faire porter ce risque à nos associés. Voilà, sauf à ce qu'on signe un bail en euros et que ce soit le locataire qui porte ce risque. In fine, on se dit que dans notre réflexion, bah, il faut aller dans les pays qui, sont sur une bonne dynamique et qui ont réussi à redresser leurs finances publiques et qui ont une bonne tendance générale. Donc, l'Espagne et l'Italie enfin, en tout cas, sont clairement dans cette, situation-là. L'Inde aussi, l'Allemagne, bon, bah, ça reste une valeur sûre. Et puis l'avantage de la Croatie et de la Slovénie, c'est qu'aller miser sur le tourisme dans ces pays-là, bah, clairement, ça a du sens. Et surtout, la fiscalité est hyper attractive. Le taux d'IS, par exemple, en Croatie, il est que de 10. Donc typiquement, j'achète un actif à 8 de rendement acte en main, j'ai 24 d'imposition en Italie, j'ai 10 de prélèvement à la source en Croatie. C'est Ouais. 2 choses, donc déjà tu gagnes 15 de rendement net pour ton investisseur. Avoir un peu de avoir un peu enfin de pays à la fiscalité attractive, ça a du sens. Mais peut-être qu'on va revenir sur ce point de fiscalité parce que sur les associés, c'est hyper important, associés français, hein. C'est hyper important et peut-être qu'il y en a pas mal, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte du gain qu'il y a à aller sur des SCPI européennes, comme Wimo, majoritairement, européens. Mais c'est qu'en fait, vous avez pas de CSG sur les actifs à l'étranger donc mécaniquement, vous avez un gain de rendement qui est considérable pour des investissements immobiliers et en fait, quand on compare, je l'ai fait, hein, pour des clients, quand on compare, de l'investissement locatif, par exemple, en direct en France avec, de la CSG plus de l'IR, on est vite, sur, plus de 50 de fiscalité sur ces placements donc le rendement net mécaniquement est très bas et beaucoup plus élevé sur des placements type SCPI qui sont en plus diversifiés et et beaucoup plus performantes, je trouve en tout cas et on le verra sur les chiffres, pas parler des rendements de l'année, mais c'est assez exceptionnel. Mais c'est un point vraiment qu'il faut avoir en tête. Tout à fait et puis en fait, la manière dont je résume, ça assez souvent, c'est que plus vous gagnez d'argent en fait et donc plus vous avez un taux, enfin plus vous avez un taux marginal d'imposition élevé et plus vous avez intérêt à aller sur des SCPI européennes puisque, bah, mécaniquement, vous payez moins d'impôts puisque enfin le complément d'impôt qu'un contribuable personne physique doit, s'acquitter sur ses revenus fonciers étrangers correspond à peu près, hein, c'est mon calcul à la grosse, pas à l'euro près, mais correspond à la différence entre le taux de sa TMI et son taux moyen effectif. C'est-à-dire que si vous avez une TMI à 30 et que vous avez un taux moyen à 20, bah, vous allez payer, 10 d'impôt sur les revenus fonciers, européens, à peu près, hein. Et donc finalement, plus vous allez avoir une TMI haute et plus vous allez avoir, un taux moyen élevé, en tout cas qui se rapproche de votre TMI, et moins vous allez payer d'impôts. Ça arrive, on peut avoir des contribuables qui sont, par exemple, célibataires, qui gagnent 200 000 €, qui ont une TMI à 45 et un taux moyen,
un taux moyen qui doit être à peut-être à 35. Bah, là, vous allez payer que quelques, voilà 10 d'impôts, alors que, alors qu'en fait, avec des revenus fonciers déjà, vous auriez payé, le taux de la TMI plus les 17 de prélèvements sociaux, donc c'est déjà énorme, tu vois? Bon bref, Ouais. mais Mmh. après ça, vous savez mieux l'expliquer que moi encore. Moi, Non, j'ai mais c'est vrai que c'est le contexte, politique, hein, mais quand tu vois que la CSG augmente et peut-être que ça va continuer à l'avenir donc et c'est aussi des placements qu'on envisage sur la durée, hein. La durée recommandée, c'est au moins 10 ans, hein, sur les ouais, immobiliers. Faut le rappeler aussi. Bien vos calculs quoi, brut net, je le rappelle tout le temps, mais mmh, c'est hyper important. Après sur la fiscalité, il faut voir, ce qu'il est possible de faire, mais, sur des SCPI, purement, basées en France, pour moi, c'est une hérésie que de les acheter en cash. À minima à crédit ou, au mieux en nue propriété pour éviter de payer de la fiscalité, en au quotidien. Ça permet d'optimiser un peu le montage. Mais ça, c'est des choses qu'on va pouvoir conseiller à nos clients. mais attends, Moi, voilà j'avais une question. SCI à l'IS, voilà, tu peux le faire en Pardon? S tu peux le faire en SCI à l'IS aussi ou à travers la holding. Voilà, l'intérêt de la France, je dirais que ça peut être ça, Mmh. c'est de passer, voilà, c'est de détenir ses SCPI à travers une personne morale. Voilà, l'impôt sur les sociétés. Ça peut être, un bon levier aussi. Bon après tout ça, c'est des sujets que vous maîtrisez, les clients vous Mmh. appelleront ça. Moi, je voulais revenir sur l'effet de levier parce que, mine de rien, vous avez, énormément collecté Mmh mh. et vous utilisez quand même, un peu l'effet de levier. On interviewe pas mal de gérants de SCPI et c'est vrai que ça, je trouve que c'est une, vraie différence par rapport à d'autres. Hem, de ce que je me rappelle, la plupart, n'utilisent pas encore, l'effet de levier. Si j'ai bien calculé, vous êtes, à autour de 10 à quelque chose près. Ils sont à 13 là, fin septembre. C'est quoi l'idée derrière? C'est parce que vous avez un pipe, tellement important que vous avez envie de déployer? C'est quoi ton idée? C'est assez basique, hein. Si j'emprunte à 4 et que j'achète des actifs à 8 bah, l'effet de levier fait gagner de l'argent à mes associés. Donc ça, et c'est le point numéro un. Quand on collecte bien et qu'on emprunte, c'est parce qu'on a des actifs en face. Si effectivement j'ai le pipe, bah, j'emprunte. Enfin, si j'ai le pipe qui est supérieur à ma collecte et que, bah, les actifs, j'ai envie de les acheter, bah, j'emprunte pour acheter. Donc mon raisonnement, il est simple, basique. Efficace. J'ai pas de, la dette, ça a du sens si j'ai l'effet réductif, bah, de l'effet de levier que j'emprunte, enfin donc que j'ai des rendements acte en main plus élevés que le taux auquel j'emprunte et c'est si j'ai les actifs en face. Voilà et c'est pour ça qu'on emprunte parce qu'on a besoin de petits bridges et on a besoin de pouvoir boucler toutes nos acquises. Donc ça veut dire qu'on est plutôt bon au niveau du sourcing. C'est quoi le Mmh. taux moyen là de la dette? C'est de la dette à taux fixe? Taux variable? C'est de la dette à taux fixe, on est sur des, emprunts amortissables plutôt et on est sur des maturités, allez, on va dire que le gros de notre dette, c'est sur des maturités comprises entre 10 et 15 ans et que, et là, on est sur du taux fixe à 4 à peu près et lorsque je suis pas sur un taux fixe, parce que j'emprunte à l'étranger, bah, généralement, on prend une couverture de taux, on prend ce qu'on appelle un swap de taux. Voilà donc Heu, on est plutôt safe dans l'approche. Alors, Mmh. c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'en SPI, on a plutôt intérêt à prendre de l'in fine, mais hormis en année 1, prendre de l'amortissable puisque, bah, j'amortis ma dette et que j'ai de moins en moins de capital à rembourser au fur et à mesure que je me rapproche de la fin de mon crédit, bah, en fait, ça coûte beaucoup moins cher à la SCI. Donc ça sous-entend quand même, 2 choses. Ça signifie qu'il faut pas avoir alors il faut quand même pas avoir trop de dettes amortissables parce que, bah, c'est quand même des échéances plus importantes à rembourser. Donc il faut Mmh. pouvoir continuer à collecter et à toujours être dans une dynamique de collecte et puis il faut pas en avoir trop parce que quand on a trop et que pour une raison X ou Y, je sais pas moi, c'est ce qui est arrivé à des gens, mais dans 4-5 ans, tu dois rembourser ta dette, mais tu t'es arrêté de collecter et bah, en fait, tu te retrouves, c'est un peu comme la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, en fait, voilà. Faut se mettre dans des positions, faut emprunter, mais de manière raisonnable pour, pas se retrouver en position d'inconfort si jamais, le marché est moins dynamique à la collecte, si jamais, voilà, il faut être en capacité de rembourser.
Ça c'est nous qui Ouais. positionnons un peu le curseur en fonction de notre dynamique. Alors nous, quand on est jeune et qu'on est dans un bon trend, finalement, on peut se permettre d'aller chercher un peu de dette. C'est vrai que le principal driver, c'est de dire: «Est-ce que j'ai les actifs en face?» J'ai les actifs en face, si j'ai pas assez de fonds avec ma collecte ou que je veux acheter plus vite que ce que ne vient ma collecte, et que ce que ma collecte, arrive que le fait que ma collecte arrive dans le temps, bah, finalement, ça c'est assez intéressant pour moi d'avoir du levier. Voilà. Moi, C'est très clair, hein, dès que ton delta il est positif entre ton rendement et ton taux, ce qui est le cas, c'est un vrai moteur de performance. Alors après effectivement, faut être vigilant. C'est pour ça que moi je pose toujours la question et je suis parfois surpris qu'il y en a qui le fassent pas. Mais ça peut se comprendre dans cette logique de prudence, mais dès lors que tu t'étales tes échéances, que tu as pas de mur de la dette et voilà, faut être prudent là-dessus. Je pense qu'il y en a certains qui sont à pied mis les pieds dans le tapis à cause de ça, mais ça peut être un vrai levier de performance, ouais. Donc du coup, tu es à 13 aujourd'hui de levier, ce qui est pas non plus énorme et de toute façon, tu es limité, sûrement dans tes statuts à je sais plus 30 ou 40 max, bah, tu es limité à 40 de ratio, ouais. LTV, c'est le ratio loan to value. En gros, si tu as 10 000 000 de patrimoine, tu as, au maximum 4 millions de dettes sur 10 millions de patrimoine. Donc 6 millions d'equity, donc de fonds propres et 4 millions d'euros d'emprunts bancaires au maximum sur tes 10 millions d'euros. Voilà, c'est ça, c'est ce que veut dire loan to value. C'est, heu, Mmh. c'est la dette rapportée à la valeur du patrimoine. Mmh. Oui, on connaît bien parce que, en faisant de l'assurance vie au Luxembourg, on fait souvent des crédits lombards donc parfois, on est amené à calculer la LTV des portefeuilles. Moi, je voulais revenir, justement, sur votre capacité à déployer et le fait, comment on fait pour distinguer un bon acheteur d'un mauvais acheteur? Parce que, déployer un immobilier, on peut déployer, facilement. Après, aujourd'hui, en décembre, vous avez déployé plus de 30 millions d'euros. Comment le CGP ou le client final peut se rendre compte de quelqu'un qui achète bien ou pas, les actifs? Bah, alors en fait, c'est une réponse un peu sans filtre que je vais te faire, mais c'est très compliqué pour quelqu'un qui est pas du métier de, pouvoir se rendre compte, du fait que c'est bien acheté ou pas ou que c'est un bon investisseur. Souvent, on va te donner des indicateurs assez classiques, des ratios financiers, voilà, le taux d'occupation financier. Alors c'est sûr que ça donne des indications, hein, attention. Une SCPI qui commence à avoir un taux d'occupation financier, en chute libre ou voilà, un taux de rendement acte en main qui est faible ou alors une WALB, souvent c'est ce qu'on dit aussi, une WALB trop courte et ainsi de suite. Bah, en fait, on va te dire, «Attention, attention». Mais je dirais que c'est des indicateurs qui sont des indicateurs quand tu es, au niveau 1 de l'analyse. En fait, si tu veux avoir une vraie analyse, c'est assez compliqué parce qu'il faut quasiment rentrer dans les bilans, tu vois, dans les bilans des locataires, de des actifs qui composent le patrimoine de la SCPI. C'est-à-dire que, hem, allez, je ça va peut-être être un peu technique, mais dans le fond, c'est peut-être, la bonne manière pour les épargnants d'analyser ça. En gros, moi, j'aurais tendance à regarder des indicateurs qui sont pas les indicateurs que tout le monde regarde. Typiquement, je vais te donner un exemple. Lorsque tu te bases sur la WALB, qui est la durée résiduelle ferme du bail restant à courir, tu peux te dire: «Bah, voilà, j'ai sécurisé mes flux pour X années. J'ai une WALB de 10 ans, c'est génial». Sauf que si ton locataire te dit: «Bah, je dépose le bilan», bah, il a beau avoir une WALB de 10 ans, bah, en fait, il te paiera pas tes 10 ans et il pourra pas te donner d'indemnité. Donc une WALB, c'est, une fausse protection et souvent, bah, des gestionnaires vont te dire: «Bah, voilà, moi j'ai 10 ans, 15 ans, 20 ans de WALB». Bah, ouais, très bien, mais la WALB, elle vaut ce que vaut ton locataire. Voilà. Donc, point numéro un, donc ne pas se fier, ne pas trop se fier à la WALB parce que tout peut arriver dans la vie. Même si tu as une WALB de 10 ans, quand tu as le Covid, qui est arrivé et que ton locataire est très exposé au Covid, à une activité, où il a besoin de circulation, de flux, bah, voilà, les petits commerçants qui ont pas pu qui étaient pas des commerces essentiels, c'était pas des supermarchés, bah, eux,
Ils avaient beau avoir une WALB, ils avaient besoin que faut que les propriétaires les aident. Bon, moi j'aurais tendance à regarder si, et avoir une approche par les risques, par la gestion des risques. Donc me dire: 1, quelle est la taille moyenne des actifs, qui composent le portefeuille? Est-ce que finalement, j'ai, une taille moyenne d'actifs qui est à 50 millions d'euros, comme c'est le cas, voilà, pour certaines SCPI, ou est-ce que j'ai une taille d'actifs qui est à 2 millions d'euros? Parce que est-ce que tu préfères avoir un locataire qui est un groupe du CAC 40, d'un immeuble à La Défense à 1 milliard d'euros, ou est-ce que tu préfères avoir 500 actifs à 2 millions d'euros, avec 50 locataires différents? Alors oui, tant que ton locataire en place du CAC 40, tu sais que tu auras 100 de tes loyers qui vont être payés. En revanche, quand tu as 500 actifs, tu sais que mécaniquement, tu auras une petite vacance structurelle. Tu seras jamais à 100 de taux d'occupation. Tu seras à 95, 90, 94 en fonction des périodes et ainsi de suite. Mais tu sais que mécaniquement, la loi des grands nombres fait que tu es protégé parce que tu as 500 lignes qui vont pas être vides au même moment et qui en plus, comme elles sont petites, se relouent plus facilement. Donc tu protèges mieux ton patrimoine en le diversifiant ton risque. Donc je dirais que ça, c'est le premier élément à regarder pour un investisseur, particulier qui doit se projeter. Deuxièmement, c'est regarder quels sont les plus gros locataires et quel est le ratio d'emprise de ces gros locataires. Typiquement, si tu as 500 actifs, mais que tu as un locataire qui représente 50 de tes flux locatifs, finalement, tu es quand même très exposé à un seul locataire. Donc tu pas bien si ton locataire se met à pas te payer. Ça, c'est un élément à regarder aussi. Tu peux t'imaginer, si tu continues à avoir ton approche par les risques, que si tu identifies tes 3, 4, 5 gros locataires, bah, tu peux aller consulter les bilans. Alors, tu vois, c'est un peu fin, mais tu peux consulter les données financières de ces quelques grosses, de ces quelques gros locataires, enfin, en tout cas, qui pèsent lourd dans le patrimoine de ta SCPI. Autre élément que tu peux regarder, c'est la capacité de la SCPI à bien acheter, donc à savoir la valeur de reconstitution. Est-ce qu'une SCPI qui est jeune, qui arrive à avoir une bonne valeur de reconstitution, donc ça veut dire qu'elle est capable de bien acheter et donc de créer des plus-values latentes, hein, qui sont théoriques certes, mais qui reposent sur des expertises, immobilières. Donc est-ce que ta SCPI, elle a la capacité à bien acheter? Parce que cette capacité à bien acheter, c'est une protection pour toi. Alors, c'est un potentiel de gain futur s'il y a des revalorisations du prix de part futur. Donc, voilà, mais comme la SCPI a vocation à être conservée pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc c'est bien de revaloriser le prix de part, mais je dirais que l'essentiel, c'est quelle est la pérennité de mes flux locatifs, de mes dividendes. Est-ce que la et donc je poursuis mon raisonnement. Donc si ta valeur de reconstitution est, supérieure à ton prix de part, donc potentiellement tu as une revalorisation de ton prix de part à terme ou pas, mais en tout cas potentiel, c'est un potentiel, mais c'est surtout, mais c'est surtout une protection de ton capital en cas, crise immobilière, par exemple. Tu vois? Si Ouais. tu as une valeur de reco à 220 € et ton prix de part est à 200 €, finalement, tu as un coussin amortisseur de 10 en cas de crise immobilière, ce qui peut t'arriver et en cas de dévaluation, de la valeur de ton patrimoine. Je dirais que comme bons indicateurs, si tu veux bien rentrer dans le détail, bah, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, tu sais, chaque typologie d'actifs répond à des réalités et à des contraintes un peu différentes, tu vois? Pour le commerce, faut regarder la consommation des ménages, faut regarder le pouvoir d'achat, par rapport à l'endroit où sont situés les actifs, les provinces, les régions. Bah, typiquement, je vais te donner un exemple tout bête. Nous, on a acheté des hypermarchés dans le nord de l'Italie. Bah, en fait, c'est pas pour rien parce qu'en fait, dans la région de Milan, le pouvoir d'achat est plus important, dans le fin fond, du sud de l'Italie, dans la botte italienne, tu vois? Dans le fond de la botte. Donc c'est Mmh. pas les mêmes pouvoirs d'achat, c'est pas les mêmes types d'enseignes qui fonctionnent et voilà. Donc je dirais que Et pour un puis, particulier, c'est quand même dur. Donc s'il a besoin de votre aide pour décrypter tu vois, toutes ces choses-là et il a besoin de vous confronter aux gérants, vous voyez la sensibilité des gérants, ou enfin voilà, vous allez sentir ces choses-là. Mais c'est compliqué pour un particulier de le faire tout seul. Bah, tu vois, je vais donner un exemple, qu'il y a eu, là sur décembre. C'est une SCPI chez Paref qui a baissé son prix de part de 18. Hem, Pourquoi? Parce qu'ils avaient un bureau à Gennevilliers, le locataire est parti et le bureau pesait 8 du patrimoine de la SCPI. Mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Ton locataire, il part, tu plus de flux,
qui arrivent. Donc du coup, bah, ton taux d'occupation, il baisse. La valeur de ton actif, elle baisse et ta valeur de reconstitution, elle baisse et du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu es obligé d'ajuster et de baisser ton prix de part. Je trouve que ça illustre vraiment ce que tu dis. Faut regarder sous le capot, dans le détail, les actifs et ouais, la WALB, donc c'est la durée ferme des baux c'est et le taux d'occupation, la solidité des locataires, l'emplacement, tu vois? Est-ce que tu vas être capable de relouer facilement ou pas? Un bureau, monologue à Gennevilliers, tu vois, bah, aujourd'hui, tu un taux de vacances de plus de 10 sur la zone et c'est une SCPI majoritairement bureau, tu vois? Donc pas diversifié donc et je trouve que ça illustre vraiment les mauvais choix des gérants, de l'époque Tu et sais, des je vais te donner un truc tout bête. Il faut être, un jour, j'ai un client qui a mis une somme significative et il me dit qu'il était horrifié à l'idée, d'avoir un actif vide. Moi, je lui dis: «Mais en fait, avoir un actif vide pour une raison X ou Y, en fait, ça fait partie du job». Et si t'es pas à l'aise avec l'idée que ton actif va être vide, parce que mmh, finalement, tu l'as peut-être acheté trop cher, parce qu'il est pas, il est pas facilement réversible, tu peux pas retrouver un autre locataire, mais en fait, c'est pas un actif à acheter. En fait, c'est ce qu'on veut transmettre dans l'idée de smart cap. C'est de se dire que un petit actif, même vide, en fait, il trouvera toujours un locataire. Retrouver, voilà, je connais pas le marché de Gennevilliers, mais aller trouver, mais bon, quand tu sais que tu as 6 000 000 m² de vacances locatives dans le bureau en Île-de-France, tu sais que les locataires sont rois. Et en fait, un locataire qui te demande quelque chose dans du bureau, c'est des franchises, c'est des trucs. Donc en fait, c'est très compliqué de relouer aujourd'hui en ouais, Île-de-France, mmh, tu vois, du bureau. Bah, il faut être en capacité de se dire: «OK, j'avais un loyer à 80 000 € par an», parce que c'est un petit actif. Bah, moi, s'il faut que je retrouve un locataire, je me mets à 65 000 €, 60 000 €. Mais à l'échelle, là, tu sais, on a quasiment 6 millions de loyer 6 000 € de loyer en place sur l'année, sur une année. Et ben, en fait, si tu dois faire un effort sur un actif qui est vide, que tu avais prévu de louer 80 000, mais que tu ne loues plus que 65 000, bah, finalement, cela ne pèse que 15 000 € à l'échelle de tes 6 millions d'euros de loyer, tu vois? Annuel. Donc en fait, il faut avoir plein de ouais, petites lignes comme ça pour se dire: «J'ai la capacité de rebondir si jamais en tant que gérant, bah, j'ai une difficulté sur un actif». Et après, on peut avoir des bonnes surprises et après ça peut être compensé par un autre. Mais après, le risque zéro n'existe pas. Dans tous les cas, bon, bah, là, tu vois, c'est le cas de, bah, je suis désolé pour Paref parce qu'ils ont un gros locataire qui est parti, qui pèse 8 de leur portefeuille. Mais mécaniquement, bah, tu as forcément, bah, des locataires qui ont plus ou moins de poids dans une SCPI. Ça fait partie du job, hein, c'est vrai, hein, c'est la réalité, hein. Donc voilà, après c'est peut-être un actif qu'ils avaient depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et puis ils ont le locataire était peut-être là pendant 20 ans. Donc ils vont te dire que mmh. pendant 20 ans, ils ont eu des flux locatifs et finalement c'était pas si mal. Voilà. Donc je connais pas le dossier, mais c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu as un locataire qui est trop gros dans ton portefeuille, bah ça c'est un risque et donc d'où Est-ce l'intérêt d'avoir plein de petits actifs. Voilà, mais bon, est-ce que tu as c'est un vrai. exemple de dossier que vous avez, laissé à une autre SCPI parce que vous vous êtes rendu compte que le locataire était pas, qualitatif, après analyse et due deal? Ouais, 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 on en a. On en a. Et et peut-être même que d'autres SCPI auront la même, enfin, je veux dire ça avec beaucoup d'humilité, peut-être qu'il y a des SCPI qui ont laissé aussi passer des dossiers et que nous on a pris, hein. Donc j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça parce que chaque gérant te dira qui qui, heu, qu'il est super, bah, voilà, là j'en ai un récemment, et d'ailleurs c'est exactement la réflexion qu'on s'est fait. En revanche, je dirais que la force qu'on a, elle est à la négociation. Souvent, on voit par contre ça arrive assez fréquemment, de voir des SCPI qui ont acheté des actifs à un taux de rendement acte en main qui était finalement inférieur à celui que nous on avait projeté. Voilà, donc ça, c'est arrivé plusieurs fois. Je pense qu'on a une vraie capacité, une vraie force en négociation. Ça doit vraiment faire partie de l'ADN parce qu'il y a pas un seul actif qu'on achète sans négocier, vraiment. Mmh. On achète à chaque fois, on fait des négociations dures nous, hein. Mais après c'est notre rôle, hein, parce que c'est ce qui permet de créer de la valeur pour les épargnants, hein. Donc pour répondre à ta question Alexandre de manière claire, oui, ça nous arrive assez souvent. D'ailleurs, je rebondis, tu m'as tendu une énorme perche. Mmh, aujourd'hui, vous êtes, assez décoté au niveau de la valeur de reconstitution. Vous êtes, 7 au-dessus, du prix de part. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Et d avant que tu répondes, pour nos auditeurs,
Ça veut dire que généralement, on peut il faut rester dans un range entre, +10 et -10. Quand on est sur le haut du range, ça veut dire que, peut-être dans l'avenir, il va y avoir une, augmentation du prix de part. Alors c'est difficile de savoir quand, mais en tout cas, c'est plutôt un trend positif, quoi. Alors Alexandre, pour répondre à ta question, donc la valeur des reconstitutions, lorsqu'elle est supérieure au prix de la part, eh bien, c'est bien pour les associés. Parce que ça signifie que les associés, ils rentrent, hem, à 200 € alors que la vraie valeur théorique d'une part de la SCPI est de 215,60 €. Donc ça veut dire que quand tu rentres aujourd'hui, dans la SCPI, Wimo One, tu rentres à 200 € sur quelque chose qui théoriquement vaut 215,60 €. Donc ça, c'est premièrement une bonne chose. Comme je l'ai dit, la SCPI, elle a un peu plus, d'1 an et demi, elle a, 20 mois. Donc en 20 mois, on a réussi à créer, un matelas significatif pour nos épargnants. Preuve de notre capacité à bien acheter. Si on continue sur ce trend, bah, effectivement, on est contraint, en tout cas de rester dans un tunnel de +10 ou -10. Mais nous, c'est vrai que si on s'approche des là, on est à quasiment 8% de décote. Bah, c'est vrai que si on s'approche trop des 10%, bon, bah, il va falloir qu'on réfléchisse à revaloriser le prix de part. Mais aujourd'hui, il y a rien de prévu. C'est très hypothétique. Ça dépend toujours de notre capacité à toujours redéployer à nouveau les nouveaux fonds collectés de bonne manière. C'est-à-dire que si j'ai 80 millions d'euros d'actifs sous gestion que j'ai déployés et qui ont 10% de plus-value latente, bah, il faut que les 100 prochains millions, bah, en fait, ils soient de nouveau bien déployés dans les mêmes proportions, avec la même décote pour que je n'impacte pas ma valeur de reconstitution. Donc il faut toujours rester prudent avec cette valeur de reconstitution et faut rester concentré, quoi. Voilà, faut pas s'enflammer parce qu'on a fait, 1 an et demi, bien et il faut continuer à toujours bien acheter. Voilà. Donc Est-ce qu'on peut parler des En tout cas, je serais curieux des adresses à Milan parce que je vais faire le marathon de Milan en mars ou avril. Donc, ouais, peut-être j'aurai l'occasion d'aller voir. je t'enverrai tout ça. Tu verras ça dans notre bulletin du 4e trimestre, 2025. Ah, beh, super. est-ce qu'on Clément? peut parler des performances de l'année 2025? En tout cas, la partie rendement distribution. Donc là, on est sur le BT du T3 2025. Si je récap, vous avez fait 11,89% sur les 9 premiers mois de l'année 2025. C'est ça. Donc, si on annualise ça sur l'année, ça fait un peu plus de 15%. Donc ça veut dire que potentiellement sur l'année 2025, Imo1 va annoncer plus de 15% de taux de rendement distribué à ses associés, ce qui serait juste exceptionnel. Est-ce que tu confirmes ce chiffre aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'au moment où on tourne cette vidéo, le bulletin, du 4e trimestre n'est pas encore sorti officiellement. Et effectivement, on se situera sur le taux de distribution de l'année 2025, à 15% et plus, brut de fiscalité, net de frais. Net de frais de gestion, net des frais de la SCPI. Bah, en fait, on est super content parce que ça signifie que les premiers associés qui nous ont fait confiance, bah, ils ont eu une vraie prime de confiance, voilà, en disant, bah, évidemment, c'est plus risqué d'investir dans la SCPI Wimo One quand elle avait 10 millions d'euros de capitalisation, versus, bah, aujourd'hui 80 millions d'euros de capitalisation, 5-6 actifs versus, quasiment 30 actifs. Voilà, donc la prime de risque et la prime de confiance, bah, on est content d'avoir pu, satisfaire nos tout premiers épargnants. C'est quand même utile de préciser que, et ça c'est les disclaimers obligatoires, c'est qu'effectivement, on bénéficie, bah, de la jeunesse de notre SCPI, donc que ce taux de distribution il est dû, bah, au nombre de parts en jouissance assez limité et comme on a bien collecté et qu'on a réussi à déployer les fonds plus rapidement, que l'entrée en jouissance des parts, souscrites, bah, finalement on a pu créer de la surperformance. Donc c'est important que les clients aient en tête que ces performances sont en tout cas les surperformances de 2025 et
potentiellement de 2026 et 2027 sont dus au fait qu'il y a une dynamique de collecte importante dans la SCPI et qu'il y a des effets relutifs. Mais c'est des performances qui sont temporaires et qui n'ont pas vocation à durer dans le temps. J'en profite pour rappeler que le taux de distribution cible de la SCPI non garanti, il est de 7%. Et donc, c'est bien illustré dans notre graphique, hein, et qu'en fait, mécaniquement, on pense que dans les premières années, on va avoir de la surperformance et bah, ça va se traduire dans le taux de distribution des premières années et qu'ensuite on va tendre naturellement vers notre taux normatif de distribution. Il est utile de préciser aussi à nos épargnants que, bah, les performances passées préjugent pas des performances futures et Mmh. qu'effectivement, il y a rien de garanti. Voilà, c'est-à-dire qu'investir, de toute façon, le risque zéro n'existe pas en investissement. Même quand vous prenez des obligations d'État qui sont en SRI 1/7. En fait, le SRI 0 n'existe pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous expliquez à vos clients. C'est que investir présente déjà un risque. Mais bon, ce qu'on dit aussi de manière philosophique, c'est le plus gros risque, c'est de ne pas investir aussi. Enfin, c'est de ne rien faire. Donc, il faut faire des choses avec son argent et il faut placer son argent pour essayer d'en gagner parce que, bah, on voit que les systèmes d'État, etc., font que les retraites ça va être de plus en plus compliqué. Mais une fois que j'ai dit ça et sur la nécessité que les gens prennent en main leurs finances et qu'ils se fassent accompagner par des personnes comme vous qui avez la connaissance pour faire leur placement. Voilà, je veux pas que les gens soient déçus lorsque, bah, ils souscriront chez nous et qu'ils auront pas 15 parce que 15 ça a pas vocation à être reproduit en termes de taux de distribution. C'est vraiment lié au fait qu'on a eu un boost de collecte et qu'on a réussi à bien déployer les fonds. C'est vraiment ça. Enfin, pour l'illustrer, on est passé de 12 millions au 31/12/24 à plus de 70 millions au 31/12/25. Donc en un an, on a fait fois 6, quasiment, enfin fois 5, fois 6 sur notre capitalisation. Donc c'est ça qui booste, Ouais. qui booste la perf. Ouais, c'est assez exceptionnel et oui, provisoire et c'est bien de le souligner de toute façon et moi-même, hein, dans mes simulations, je prends le TRI cible investisseur, tu vois? Ouais, Je vais pas prendre le dernier rendement parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui se basent, ouais, top SCI selon le rendement, en fait. Mais du coup, c'est juste à instant T, c'est sur des performances passées et cetera. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut vraiment regarder, le TRI cible de la société de gestion et rester mais là-dessus. Du coup, toi, c'est 7 de taux de distrib, cible. En TRI net investisseur, tu as des estimations? Je sais plus si vous communiquez là-dessus? bah, nous, aujourd'hui, notre TRI cible, il est à 7,5. OK. Le taux de distribution cible, il est de 7. Le TRI cible, il est de 7,5. Pourquoi? Parce qu'on inclut potentiellement sur la durée de détention recommandée départ, qui est de Oui, 8 ans, minimum, bah, en fait, on intègre des potentielles revalorisations du prix de part. Dès lors, bah, forcément, ouais, ça booste un peu ton TRI. bah, Ouais, oui et enfin, forte probable, j'ai envie de dire, des hausses de prix de part, en tout cas, compte tenu de la décote, qu'on a aujourd'hui et je pense qu'on va avoir des bonnes surprises sur ces prochains mois. Pas seulement Wimo, mais je trouve que, il y a une bonne dynamique sur le marché européen et alors il y en a qui l'ont fait, hein, récemment des hausses de prix de part et je pense que voilà, il y a un marché à plusieurs vitesses et c'est important de bah, de faire le tri, parmi tous les véhicules, c'est sûr. moi, je vais te donner quelques éléments à travers mon prisme sur le nouveau mode de calcul de la performance, d'une SCPI. En fait, aujourd'hui, on a considéré que le TD, c'était pas suffisant. Le législateur a mis en place le PGA, voilà, donc la performance globale annualisée, qui intègre les revalorisations de prix de part. Et en fait, je Mmh. pense que mécaniquement, quand on est, conseiller en gestion de patrimoine, on doit accompagner ses clients sur le fait de savoir si la hausse du prix de la part réalisée par la SCPI était une hausse tactique, donc parce que je veux bien figurer dans les classements, ou est-ce que c'est une hausse du prix de part qui est réelle et qui repose sur des vrais fondamentaux solides parce que tu as une valeur de reconstitution qui est bien costaud, tu vois? C'est-à-dire que c'est une chose de revaloriser son prix de part quand tu as 10 de décote, donc tu avais 10 de matelas pour tes investisseurs et là tu revalorises ton prix de part. C'est autre chose de revaloriser son prix de part quand tu as 1 ou 2 de décote et que tu revalorises ton prix de part de 1 ou 2. Pas la même chose. Et donc je pense que malheureusement, ce PGA va avoir un effet un peu tactique chez certains gérants qui vont pouvoir se dire: «Bah,
pour booster un peu ma performance et pour booster, pour me rendre un peu plus joli, voilà, en tout cas, je vais me mettre un peu de maquillage et en fait, voilà, donc ça, c'est important que vous fassiez ce travail d'analyse, de voir, voilà, est-ce que si le prix de part augmente, est-ce que, je suis toujours en décote? Est-ce que j'arrive en surcote ou pas? Et ainsi de suite, quoi. Mais ça, moi, c'est un truc que je vois. Alors après, c'est bien aussi ce système de PGA parce que ça incite aussi les gérants, enfin, en tout cas, les gérants à le faire et à recréer non pas de la valeur simplement à travers le taux de distribution, mais également à travers les revalorisations, prix de part. Mais voilà, attention de ne pas tomber dans l'écueil et que inverse de ah, pour compléter un peu mon PGA, je vais le saupoudrer avec un peu de revalorisation non justifiée, quoi. Voilà, un truc, Ouais, ouais, ouais. Mmh. Compte sur nous pour être, assez vigilant sur ces points. un truc auquel je ferai attention en tout cas. Ouais, parce que je pense que, bah, ça va commencer les annonces de taux de distrib, performance et cetera. On est aussi là pour décrypter tout ça et c'est vrai qu'en tant qu'ancien gérant de fonds, j'y arrive plutôt bien, en tout cas. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Yvan, est-ce que tu avais, des choses, des nouveautés que tu souhaitais évoquer, dans le podcast? Je sais que, il y avait un sujet sur, peut-être l'internalisation des équipes, pour, les achats à l'étranger. Ou Mmh. est-ce qu'il y a des sujets que tu avais envie de nous partager aujourd'hui? Bah, alors, nous on a, alors effectivement peut-être, alors ça c'est quelque chose auquel on réfléchit parce qu'on s'aperçoit qu'on va un peu plus vite que prévu par rapport à nos premières projections et on se dit que, compte tenu de la vitesse de déploiement qu'on a en Europe, continuer à bien investir, bien gérer notre patrimoine et et je dirais se professionnaliser encore plus, avoir des équipes sur place dans chaque pays, européen dans lesquels on a du patrimoine, ça a du sens et sauf que, pour faire ça, ça a un coût. Donc on réfléchit à créer, à revoir un peu notre structure de frais ou à créer potentiellement une ligne frais d'acquisition ou enfin en tout cas frais de transaction ou en tout cas à revoir un peu nos frais de ce point de vue-là pour pouvoir avoir des équipes, implantées localement pour, voilà, je pense que ça va dans le sens de l'épargnant parce qu'on arrivera à acheter plus vite et on arrivera à mieux gérer encore notre patrimoine et à relouer le patrimoine, qui potentiellement peut être vacant à un moment donné, plus rapidement. Donc ça, c'est un des premiers éléments de réflexion qu'on a. Le deuxième élément qu'il est peut-être utile de rappeler parce que c'est quelque chose qui est fort dans la SCPI, c'est que, tous les associés fondateurs, gérants de la société de gestion, sont investisseurs depuis l'origine dans la SCPI et continue à investir dans la SCPI. C'est-à-dire qu'en fait, on est totalement aligné en intérêt avec nos épargnants. Alors, ça garantit pas le succès, hein, évidemment. Hein. C'est pas parce qu'on est investi avec nos épargnants que on est sûr de faire des méga performances à chaque fois. Mais étant donné que chaque associé, enfin des 3 associés fondateurs, Gurvan, Christophe et moi. Bon, en fait, tous les 3, en fait, on est investisseurs depuis le premier jour dans la SCPI et on continue à remettre au pot régulièrement dans la SCPI. Donc, Mmh. je pense que c'est un des éléments qui est utile de rappeler à nos épargnants et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on fonctionne et c'est peut-être pour ça qu'on a de la perf aussi, hein. Je finis c'est que comme on pousse tous les curseurs au maximum, voilà, nous, on a vocation à distribuer, les revenus qu'on encaisse, à ne pas doter un report à nouveau absolument, terrible, qui vient augmenter la fiscalité des épargnants. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Nous, dans notre philosophie, on encaisse 1 €, on redistribue 1 € à notre épargnant. Oui, Il y a des SCPI, faut le savoir, elles encaissent oui. 1 €, mais ça, chaque gérant a sa gestion. Moi, je critique pas. Moi, il y a pas de vérité absolue d'ailleurs dans ce métier. Mais moi, ma vérité à moi, c'est de dire: «J'encaisse 1 €, je distribue 1 €». Pourquoi? Parce que les associés dans une SCPI ne sont pas imposés sur ce qu'ils perçoivent, Mmh. mais ils sont imposés sur une quote-part du résultat de la SCPI. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'associé qui a reçu 1 € de la SCPI, mais la SCPI a réellement fait 2 € de résultat, l'associé il est imposé sur les 2 €, alors même qu'il a perçu qu'1 €. Ce qui Oui. fait que des SCPI qui ont un report à nouveau qui est trop doté, mécaniquement, en proportion, mécaniquement augmente en proportion la fiscalité, le taux d'imposition
du souscripteur. Et donc, nous, en fait, on considère que c'est pas à nous de choisir ça et que nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les distributions collent le plus possible avec le résultat fiscal de la SCPI, de sorte que l'impôt coïncide le plus, enfin en termes de pourcentage, hein, avec les revenus perçus par l'associé. C'est vraiment ça notre philosophie. Donc effectivement, on n'a pas de report à nouveau dans lequel de toute façon les gérants ne piochent jamais parce que, en fait, même en cas de Covid, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un comportement, mécanique qui consiste à dire: «Je pioche dans mon report à nouveau, mais finalement je le reconstitue plus tard lorsque les revenus me le permettent». Donc finalement, voilà, enfin, en tout cas, ça, c'est notre philosophie à nous. Voilà. Après, on n'est pas les seuls à avoir cette philosophie. Il y a plusieurs courants de pensée dans une SCPI. Et je dirais que, on va dire, les CGP un peu old school et les gérants un peu old school ont vocation à vouloir se dire que c'est rassurant d'avoir du report à nouveau, alors que c'est pas ça l'enjeu. On gère des masses locatives qui sont tellement énormes, gère, et encore une fois, je veux pas donner de leçons, chacun fait bien comme il veut. Et moi, en tout cas, ma vérité à moi, c'est de dire qu'on gère des masses locatives qui sont tellement énormes qu'en fait, est doté un report à nouveau de 100 000 € aujourd'hui pour Wimo One ou de 200 000 €, en fait, finalement, ça n'aurait pas de sens parce que j'ai 6 millions de loyers en place. Au 31/12/26, j'aurai 20 millions de loyers en place. Donc quand j'aurai 20 millions de loyers en place, les 200 000 € que j'ai dotés, en année 1, en fait, ils pèsent quasiment plus rien en année 2. Donc il faut que je continue perpétuellement à doter un report à nouveau, qui a mécaniquement augmenté la fiscalité de mes associés. Quand on investit dans une SCPI européenne pour optimiser sa fiscalité, en fait, si le gérant il met 10 ou 15 ou 20% de report à nouveau, en fait, tu viens mécaniquement augmenter ta fiscalité en proportion des revenus que tu as vraiment perçus. Et donc, en fait, tu viens tuer un peu l'intérêt de la SCPI européenne, tu vois? Donc, je dirais que prendre soin de nos épargnants, qui sont nos premiers clients, ça, c'est ma philosophie. Deuxièmement, aligner les intérêts parce qu'on vient mettre notre argent perso dans la SCPI. Et troisièmement, en fait, comme c'est un fonds perpétuel, finalement, vous voyez, j'ai pas de problème à faire évoluer ma stratégie ou à revoir un peu ma manière de penser, heu et et heu et tout ça toujours dans l'intérêt de l'épargnant, quoi. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin. Et je crois que tu es pas le seul à être, investisseur de la SCPI autour de la table. On est, Moi, plusieurs à comprendre, mmh, les performances, et la vision de Wimo à long terme. mmh. N'est-ce pas, Clément? Ouais, moi, c'est ce que je disais avant le podcast, mais ouais, non, en toute transparence, moi, j'ai des parts de Wimo et pas que, hein, mais je dévoilerai bientôt mon portefeuille de SCI, hem, à nos followers. Mais mais j'aime bien l'esprit entrepreneur, et vraiment cet alignement d'intérêts que moi-même je prône au quotidien avec mes clients et je trouve que c'est fondamental. On le retrouve pas partout et et voilà, je trouve que, la dynamique est bonne, les chiffres sont bons. Je pense vraiment, personnellement que le momentum de marché, sur l'Europe, sur l'immobilier en Europe, il est vraiment génial. Mais faut choisir les bons acteurs, les bonnes sociétés de gestion, se diversifier bien sûr en finance, c'est la règle d'or. Mais en brique d'investissement immobilier, européen, c'est plutôt une super bonne option et encore une fois, moi je pense qu'il y a pas de meilleur produit que la SCPI pour préparer sa retraite, des revenus passifs et voilà, bien sûr, il faut se diversifier, il y a pas de risque zéro comme tu disais, mais c'est quand même un super produit fiscalement optimisé, donc vraiment, hésitez pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, à nous contacter, bien sûr, pour l'étudier. Ça se calcule, faut être bien accompagné par un cabinet, CIF, hein, pour faire de la SCPI et et voilà, c'était peut-être, le mot de la fin. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi, hein, pour ton temps, pour ce décryptage et puis hâte de voir, ce que nous réserve 2000 Wimo. Tout à fait, tout à fait. Merci encore pour l'invitation, messieurs, et bonne année. Bonne année à tous nos éditeurs. Ouais, Merci. me À bientôt, au merci, revoir. merci à tous, merci de nous avoir écoutés.